à voter. Je vais quand même rappeler les choses qui sont de l'ordre de l'unanime encore. La première circonscription de Corse du Sud reste donc à droite. Una Corsica sociale, equalità, ma una Corsa. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à Contraste, notre émission réalisée en partenariat avec RCFM et Corse Matin. Alors selon la formule consacrée, l'histoire a pour l'habitude de se répéter. Et bien sûr, la Corse n'y échappe pas, mais toujours ici avec un particularisme supplémentaire qui fait que cette histoire se répète souvent, ou en tout cas régulièrement. En 40 ans, c'est la 4e réforme institutionnelle que nous sommes en train de vivre, avec les débats habituels, les divisions chroniques et leur extension au plan national que la Corse avait quelque peu délaissé ces dernières années. Alors le cycle infernal ou vertueux, selon où l'on se situe politiquement, est remis en route sans savoir s'il sera le dernier, bien sûr. Néanmoins, les conséquences de cette réforme, si elle aboutit, vont être importantes à bien des niveaux et pour tout le monde. Alors, pour évoquer cette mutation en cours et ses effets, nous recevons un responsable politique, élu local de surcroît, qui jouera certainement un rôle encore plus affirmé dans l'avenir. François-Xavier Ceccoli est aujourd'hui l'invité de Contraste. Bonsoir. Bonsoir. Xavier Ceccoli, et merci d'avoir accepté notre invitation, maire de San Giuliani, président de LR en Haute-Corse et chef d'entreprise, président du GIE Corsica Comptoir, spécialisé dans les agrumes. Alors vous serez interrogé par mes deux confrères, Patrick Vinciguer de RCFM, que je salue, et Jean-Philippe Scapula de Corse Matin, pour qui je crois que c'est une première. À Contraste, oui. Ça, oui. Eh bien, bonsoir et bienvenue à Contraste, donc. Alors, sans perdre de temps, nous entrons dans le vif du sujet. Nous avons évoqué ce processus politique dont la première partie s'est achevée le lundi 11 mars dans la nuit place Beauvau. Un accord a été trouvé sur l'écriture d'un texte qui donnera à la Corse un statut d'autonomie. Le contenu de ce document et le principe qui a été relevé, est-ce qu'ils vous satisfont ? Écoutez, pas totalement. Moi, je regrette d'abord dans ce processus la forme. Je l'avais dit à l'époque, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a eu quand même une présence massive des élus de la majorité territoriale lors des discussions. On a écarté les partis politiques nationaux qui avaient fait la demande de participer. Je pense que c'était de droit. On a écarté les forces vives, les syndicats, les chambres. Vous n'avez jamais été contacté par Gilles Simeoni ? Alors non seulement on n'a jamais été contacté, parce mais qu'il avait annoncé qu'il devait ouvrir le débat aux forces qui étaient en dehors de l'hémicycle. Je vous confirme que non. Et non seulement, vous savez, en politique, il ne faut pas avoir d'arrière-pensée. Il faut savoir aussi devancer les choses. On a même fait la proposition auprès du ministre de l'Intérieur et de Gilles Simeoni de participer, nous, comme je l'ai dit, comme les autres formations politiques, les communistes, la gauche, le RN, qui réalise 50% aux élections nationales. Et on s'est bien gardé de nous donner voix au chapitre. Et il en va de même, je le remarque, pour les forces économiques de l'île et les sujets sociétaux. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'on n'a parlé que de constitutionnel, finalement, dans cet accord. Ils ont été consultés, les forces vives, elles ont été consultées en dehors du fumoir de Beauvau, mais il y a eu un travail de terrain fait par le ministère de l'Intérieur, via Grégory Canal notamment. On ne peut pas dire qu'il y a eu ça a été un accord très hermétique vis-à-vis des forces vives de la Corse. Vous savez, Grégory Canal est un fin politicien, mais vous savez, discuter dans les alcôves du pouvoir des choses, c'est quand même pas la même chose que de discuter autour d'une table où tout le monde s'exprime sur des sujets, par exemple, économiques, sociétaux, environnementaux ou agricoles. Et ça n'a pas existé. Alors, vous disiez que vous n'étiez pas satisfait de ce processus pour des raisons de forme, on vient d'en parler, et les raisons de fond ? Alors ces raisons de forme, elles ont effectivement aussi, je pense, conduit à des problèmes de fond. Je viens de vous le citer. On va s'attarder un peu plus à ce que contient ce document, mais je vais dire deux mots de ce qu'il ne contient pas. Il ne contient pas les attentes de l'immense majorité des Corses sur le développement économique, sur le problème de l'hôpital en Corse. Je prends 30 secondes pour vous en parler. Aujourd'hui, on a une fracture territoriale très forte en Corse. On a le Grand Ajaccio qui se trouve doté, et bravo pour les Ajacciens, d'un hôpital ultramoderne et d'une clinique, et qui va voir le jour. Et on a un hôpital de Bastia qui est en totale déshérence. Il en va de même pour l'eau. Vous voyez que les agriculteurs... Un hôpital est promis dans le prochain plan. Mais pas financé, pas prévu. C'était sans doute l'occasion, vous l'avez dit vous-même, ces 4 évolutions en 40 ans se sont toujours accompagnées d'un volet massif financier. Je ne reviendrai pas sur le PUI ou autre. Aujourd'hui, on n'en parle pas, j'espère qu'il y sera. Et pour terminer là-dessus, donc l'hôpital de Bastia, et puis peut-être ce qui nous préoccupe le plus aujourd'hui, l'accès à l'eau. Vous avez vu que dès le mois de janvier, on commence à se poser des questions sur l'eau. Il faut un plan Marshall sur l'eau, il faut 1 milliard sur l'eau.
Aujourd'hui, on ne parle pas de ce sujet-là. Je suis un peu affligé On va en par tout ça. parler en deuxième partie. Mais Mais est-ce que ça relève d'un processus d'évolution institutionnelle? Ces questions, certes importantes, mais bon. Alors malheureusement, oui, parce que, comme je vous l'ai dit, quand on est factuel, les grandes avancées de la Corse en matière de rattrapage historique ont toujours été adossées. Alors vous avez raison de dire que ce n'est pas nécessaire, mais c'est malheureusement chaque fois que ça arrive de cette manière-là. La loi organique qui pourvoira peut-être. Alors, après un demi-siècle de revendications autonomistes puis nationalistes, avec tous les événements qui l'ont accompagné, vous pensez que c'est la fin de l'histoire si ce processus aboutit? Alors la fin de l'histoire, moi je m'amuse un peu parce que si vous voulez, je regarde les histoires qui se succèdent. Alors d'abord, il y a l'histoire territoriale. Vous savez, on sortait d'un processus, bien sûr en 2017, après l'élection de la majorité actuelle. On allait voir ce qu'on allait voir. Les moyens étaient soi-disant là. Hein. On avait fait chiche, tout allait marcher. Force est de constater que quelques années plus tard, il ne s'est rien passé. Alors, on nous a vendu la maison de cristal, on ne sait plus où elle est, mais je ne la vois plus très bien. Le train, dans 2 ans, a folé. Dernièrement encore, on nous a expliqué que tout allait changer. Je vous signale quand même que quand Gilles Simeone a gagné les élections en 2021, on avait parlé des 100 jours. On allait se revoir dans 100 jours. Bon, somique à ce qui s'est passé au bout de 100 jours. Là, ça fait bientôt des années. Et j'ai l'impression que finalement, on dissimule sous le tapis les échecs à répétition d'un pouvoir en place. Et que quel est le moyen de dissimuler? C'est de toujours trouver que c'est la faute de quelqu'un. En 2015, c'était la faute des générations d'avant. Hein. Quel manque de respect. Et aujourd'hui, c'est un peu la faute de l'État. Et on nous explique que si on donne l'autonomie à la Corse, finalement, cette autonomie qui est un sujet... on va résoudre les problèmes. C'est là où la fin du cycle me pose problème là-dedans. Et bien sûr, je terminerai en disant que Darmanin, à mon avis, lui, il est très content que ce soit la fin d'un cycle. Parce qu'il va pouvoir passer à autre chose, quand t'amènes à una dette, comme on dit chez nous. Il va pouvoir refiler le bébé au gouvernement et aux parlementaires. Vous pensez qu'il y a une nouvelle période qui s'ouvre des relations entre l'État, la France, la Corse? Alors c'est le prolongement de ces accords. Je vous avoue que je suis assez dubitatif là aussi, parce que malheureusement le contexte national ne nous est pas favorable. On voit bien la difficulté pour Macron aujourd'hui d'avoir une vraie majorité sur ces sujets-là. On voit que les prises de bec, c'est le moins qu'on puisse dire, avec les autres partis parlementaires, le hold-up de la loi immigration qui a laissé des traces. Je ne voudrais pas que la Corse soit la victime de tout ça, parce qu'on a droit à un traitement particulier eu égard à ce que nous sommes, à ce que nous représentons, à l'intérieur de la République bien sûr, mais avec notre particularisme et ce qui fait les Corses. Pour prolonger un peu la question de Jean Vitus, est-ce la fin de l'histoire? Est-ce que vous craignez, avec beaucoup de gens qui sont réfractaires à toute évolution institutionnelle, que ce processus qui s'achève soit un toboggan vers l'indépendance? C'est un discours qu'on a beaucoup entendu. Alors très honnêtement... On l'a beaucoup entendu auparavant. Est-ce qu'on va l'entendre encore? Est-ce que vous le craignez? Et je commence à en avoir assez des Manuel Valls, des chevènements qui nous... Bon, quand on n'est pas traité de tribu, je ne sais pas de quelle ethnie, on nous dit qu'on est en train de se précipiter vers l'indépendance. Il faut être sérieux. Je suis moi-même en désaccord avec certaines choses. On va parler du législatif tout à l'heure. Mais je crois qu'aujourd'hui, des avancées girondines qui concerneraient la Corse encore plus que les autres territoires français, mais pourquoi pas l'ensemble de la France, hein, souvenez-vous de ce que disait le général de Gaulle à l'époque, c'est pas du tout une provocation vers l'explosion de la République. Là, on nous raconte n'importe quoi. Il y a malgré tout, dans le camp notamment nationaliste, des gens qui disent ça suffit pas, il faut aller plus loin. Oui, mais ils l'ont toujours dit, ils le diront toujours. Mais c'est pas une raison pour ne pas faire ce que nous estimons juste. Aujourd'hui, moi, je me répète, le particularisme corse existe. Nous sommes issus nos anciens nous ont transmis des valeurs, des choses qui font que nous sommes ce que nous sommes. Nous avons un attachement à la terre. C'est Jean-Martin Mandeloni d'ailleurs qui a fait rajouter cette phrase dans le communiqué de son palais nationaliste, et je partage avec lui. C'est pas être anti-français que de considérer que les Corses sont particuliers. Vous savez, je vais prendre 30 secondes. Moi, avec mon frère et ma soeur, ma grand-mère nous amenait à la messe le dimanche. Territoire marqué par le catholicisme. Et le soir de Noël, on apprenait l'Otio et Briguer, le plus païen possible. Voilà, c'est aussi ça ce que sont les Corses. Et aujourd'hui, nier qu'il y a un particularisme ou une singularité corse, c'est mentir. Et qu'est-ce que ça dit, cette hystérisation du débat dès qu'il s'agit de parler de la Corse, de son autonomie? Alors je pense que le mot a été très mal choisi. C'est accidentel. Mais le mot de communauté, c'est un mot qui est très mal choisi. Pourquoi ? Parce qu'il ne fait pas référence dans l'élu des parlementaires nationaux avec qui j'ai discuté à la Corse. Pour eux, c'est le communautarisme et notamment l'aspect religieux. Vous ne pouvez pas utiliser le mot peuple. Oui, c'est un fait aussi, malheureusement, parce que vous le savez, c'est quelque chose qui a été invalidé, donc on ne peut plus en parler, il faut passer à autre chose. Mais je crois qu'il existe d'autres... On aurait pu en parler, puisqu'on révise la Constitution, on peut le mettre dans la Constitution. Alors, vous voulez que je vous dise une chose, de manière assez incroyable, je crois que ce qui a déjà été difficile, n'oublions pas du temps du statut Joxe, puisque vous faites référence à cela, et qui avait été voté. Voté par le Parlement et le Sénat. Il y avait une majorité à l'époque politique, c'est à ça que je faisais allusion. Aujourd'hui, il n'est même pas pensable. Voilà.
Mais je crois que le mot de communauté, il est malheureux. Il va falloir lui trouver un autre mot, parce que la communauté, pour certains, ce sont par exemple les ethnies religieuses, par exemple maghrébines dans le giron parisien, qui vont faire du chantage auprès d'un maire pour que les horaires des piscines soient séparés entre les hommes et les femmes. Vous voyez, donc c'est ce mot qui malheureusement est malheureux. Dans le dictionnaire des synonymes. Mais est-ce que s'attarder sur un débat sémantique, on passe pas à côté des enjeux c'est pas principaux. moi malheureusement. Oui, non, bien sûr. Je partage votre avis, mais il va falloir vite s'extraire de ce mot. Vous savez, moi quand j'ai discuté avec Bruno Retailleau pour essayer bien sûr de plaider les intérêts de la Corse, c'est la première chose qui m'a sorti. Je lui ai même dit, enfin bon, c'est un mot, on peut trouver des solutions, mais pour vous dire que sur le continent, les choses ne sont pas perçues de la même façon qu'en Corse. Alors les contingences politiques, on continue, et on va d'abord parler de la droite corse. Alors une fois encore, elle s'est divisée. On pensait que la droite, je dirais, entre guillemets, évolutionniste, c'était les termes qu'on employait lors du statut Jospin, qui était symbolisé en son temps par José Ross. On pensait que cette droite était majoritaire dans son camp. Visiblement, on voit que les choses sont quand même assez partagées. Alors d'abord, vous faites allusion, et vous avez raison, depuis des dizaines d'années, on a toujours eu ces deux courants, au moins deux, dirons-nous, plutôt conservateurs. Depuis 82. Voilà, et l'autre plutôt ouvert, avec notamment José Ross, qui en a été souvent le grand visionnaire, bien avant. Vous savez, des fois, les visionnaires, quand ils ont raison trop tôt, ils ont tort. Mais force est de constater que José Ross a eu raison très souvent et avant les autres. Et c'est leurs familles qui leur font payer, d'ailleurs. C'est aussi souvent le cas. Moi, ce que je retiens, alors ça va paraître peut-être un peu étrange, mais je crois qu'aujourd'hui, je vais prendre mon simple exemple au niveau de l'élection législative que j'ai vécue il y a 2 ans. J'ai eu l'honneur de recevoir énormément de voix qui ne venaient pas de ma famille politique. Et ça interpelle, ça interroge. Et je crois qu'aujourd'hui, le changement futur qui nous attend, ça va être finalement de travailler sur des projets, sur de montrer que la Corse est capace d'y va, qu'on a une capacité à réaliser, qu'on a une capacité à réussir. Et dans mon idée à moi, ce sera transpartisan. Aujourd'hui, je considère que les partis politiques, et j'en suis un des représentants, ne pourront plus alterner le futur de nos territoires. C'est déjà vrai sur le continent. Ce sont simplement des regroupements, des unions de capacités mises à disposition du peuple qui seront l'avenir de la Corse. Je ne crois plus à une famille politique seule qui va dire voilà quelle sera la ligne. Mais c'est incarné par cette vision est incarnée par cet accord un petit peu, parce que c'est un accord qui a été signé par Paul Félix Benedetti et Valérie Bozzi, dont on ne peut pas suspecter d'être. C'est pas tout à fait le cas, parce que là vous êtes sur l'accord, mais on ne m'enlèvera pas de l'idée quand même que l'accord a été vraiment porté par FEM. Et aujourd'hui, les autres forces politiques qui le soutiennent aussi pour des intérêts différents et variés, sur lesquels vous allez sûrement m'interroger à un moment donné. Mais on voit bien que c'est pas forcément ça. Moi, quand je vous dis ça, c'est de mettre en place une plateforme où on essaye de prendre, je déteste le mot les meilleurs, mais peut-être les moins pires, des gens pour travailler sur un projet commun. Vous savez, aujourd'hui en Corse, on s'est tellement affaibli politiquement en matière de compétences que plus aucune famille politique ne possède en son sein de quoi réaliser le gouvernement de la Corse. Et cette transversalité que vous prenez, quand on regarde le paysage politique aujourd'hui en Corse, il n'y a pas une seule force politique, une seule famille qui n'est pas divisée. Comment est-ce que vous voulez mettre en place cette transversalité alors que les gens ne sont même pas d'accord entre eux au sein de leur même famille? De manière très humble, il faut les mettre d'accord, je pense comme j'ai pu le faire dans la 2e circonscription, sur un projet, sur une vision de la Corse, en disant voilà, chacun garde son affect, ce qui fait qu'un homme de gauche est un homme de gauche et qu'il en est respectable, qu'un homme de droite reste un homme de droite et que certains nationalistes déçus parce qu'ils ont vécu ces dernières années ont envie de porter un projet commun. Moi, j'y crois fortement, Monsieur Albertini. Je pense que d'ailleurs, c'est ce qui a imprégné dans mon message. Et je suis persuadé que ce message, on peut le porter à l'échelle de la Corse. Vous savez, les réussites, elles n'ont pas de couleur. Je pense humblement, avec d'autres, avoir réussi sur cet aspect agricole. Je regarde Monsieur Aiello et sa réussite sur Stella Mar. On n'est pas de la même famille politique, mais je salue les réussites d'où qu'elles viennent. Et c'est ça qui portera l'avenir de la Corse. Pour que les Corses vivent en Corse, il faut leur proposer un avenir, et il faut leur proposer un avenir radieux, où ils vont pouvoir développer leur savoir et leur richesse. Tout le monde est d'accord avec ça, mais ce que vous prônez, en quelque sorte, c'est la disparition des partis traditionnels, ce qu'on appelait avant les partis de gouvernement. D'ailleurs, les Républicains n'en sont pas loin de la disparition au plan national. Vous me le dites à chaque fois, ça. C'est vrai. Je ne me rappelle plus. Non, mais très sérieusement, vous n'avez pas tort quand on voit les résultats de Mme Pécresse. Oui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ces partis doivent continuer à exister peut-être au niveau existentiel en tant que tel, mais sur une région comme la Corse, la proposition politique qui doit être portée, c'est une proposition transversale. Vous savez, j'allais le dire en Corse, excusez-moi, monsieur le trésorier, voilà, à Sodegiani, je vais le dire, Sodegiani, bon, la vie des Liboieggiani. Si des contentes, si ça va, vous les avez depuis 10 ans, tout se passe bien, la politique vous convient, les réussites, on a réglé le problème des déchets, on a réglé le problème de l'eau, bon, tout va bien, continuez. Vous voulez autre chose? Vous voulez une offre politique différente? C'est là où le mot politique intervient. Nous sommes peut-être en capacité de vous proposer quelque chose de différent. Et c'est ça qui est transpartisan. Ça ne peut pas être ni les LR,
ni l'ancienne force de gauche, ni d'autres. Alors sans doute, je vous ai déjà posé la question, mais le prolongement de votre raisonnement, c'est de créer votre propre mouvement avec cette transversalité. Tout à fait. Je vous le confirme. Alors simplement, cette initiative n'a pas été encore lancée parce qu'elle serait venue polluer le débat sur Beauvau, qui n'a pas besoin de ça, à mon avis, en matière de pollution. Mais je ne vous cache pas que le moment venu, c'est une offre que nous allons essayer de mettre en place à l'échelle de la Corse. Et nous allons essayer d'agréger toutes les volontés. Quand vous dites nous, c'est vous. C'est vous, moi, ce sont des hommes de gauche, ce sont des hommes de droite, ce sont des nationalistes modérés, ce sont des gens qui ont envie de se mettre au service de cette île. Et j'ai envie de vous dire qu'ils ont envie d'oser. Voilà. Comme je dis toujours, on a le droit de se tromper. Mais l'immobilisme... C'est pas ce qu'a voulu incarner un petit peu Emmanuel Macron au moment de sa révolution en 2017. En tout cas, il y a un grand... Est-ce que c'est pas déjà un échec au niveau national? Alors vous savez, bon, c'est un homme qui n'a pas voté Emmanuel Macron qui vous le dit, donc vous pouvez le prendre pour cela. Moi, je ne suis pas certain que ce soit un échec total. Quand on voit par où nous sommes passés pendant le Covid, bien des pays en Europe nous ont envié la gestion de la crise qu'a mis en place Emmanuel Macron. Quand on voit certaines lois qui sont passées, je ne pense pas que... je serai plus dur sur le mandat de François Hollande, mais sur le mandat d'Emmanuel Macron, tout n'est pas acheté quand même. Et ça tient à cette dynamique transpartisane, selon vous Je pense qu'il a été l'initiateur de cette réflexion. Alors on revient sur le texte qui a été signé l'autre soir, place Beauvau. Alors ce qui fait aujourd'hui problème évidemment dans le débat et en particulier avec la majorité sénatoriale, c'est le pouvoir normatif. Alors c'est une révolution en France. Hein. Le pouvoir normatif, législatif, ça appartient uniquement au Parlement. Là on a vu un certain nombre de régions qui sont montées au créneau, la Bretagne, etc., pour avoir le même statut de la Corse. Alors votre avis sur ce transfert de compétences, est-ce que vous êtes favorable à ce transfert de pouvoir normatif? Alors, moi, je constate comme vous tous que ce qui est en place depuis des années ne marche pas. Hein, l'adaptation via la proposition. Pourquoi? Parce que le gouvernement... on ne demande aucune réponse. Exactement. Ou sinon négative. Juste pour vos spectateurs, c'est le gouvernement qui reçoit les propositions. Il est censé les transmettre à l'Assemblée nationale. Le gouvernement Ashtrafa-Rafa, autant dire qu'il ne se passe rien, ce qui n'est pas normal. Mais moi, j'étais favorable, si vous voulez, à quelque chose d'intermédiaire, je vous l'explique. Aujourd'hui, j'ai du mal à imaginer, tout en étant vraiment corsiste, j'ai du mal à imaginer que un texte, un projet de loi établi par la Corse puisse s'affranchir totalement, comme c'est le cas dans cette demande, puisse s'affranchir totalement du Parlement. Pour finir, alors à qui dit le Conseil d'État, à qui dit aussi le Conseil constitutionnel, bien sûr, mais qui n'ont pas tout à fait le même rôle. Moi, ça me semble pas crédible tout ça. C'est le principe d'un véritable pouvoir législatif de ne pas passer par le Parlement national. Il n'y a pas de hiérarchie. Alors, il y a un contrôle, mais un contrôle du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel. C'est pas le même niveau de contrôle. Il y a un Parlement local. C'est pas le même niveau de contrôle, si vous voulez. Le Conseil constitutionnel, il va vérifier la constitutionnalité. Si la loi est mauvaise, mais qu'elle est constitutionnelle, le constitutionnel va laisser passer. Moi, je dis simplement... Nous sommes d'accord, mais c'est le principe d'un pouvoir législatif. Sans quoi on ne peut pas parler de pouvoir législatif s'il y a un contrôle du Parlement national. Alors, c'est pour ça que moi, je suis plutôt, effectivement, je vous l'accorde, sur une position intermédiaire. J'aurais souhaité que, de manière automatique, les projets émanant de la Corse soient traités par le Parlement, donc Sénat et Assemblée nationale. Je dis bien de manière automatique, et que derrière, quand même, le Parlement ait son mot à dire. J'ai du mal à imaginer totalement, surtout quand on voit le niveau de réussite qui est le nôtre aujourd'hui, qu'on puisse se passer de l'expertise du Parlement. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que les positionnements au moment d'un vote au Parlement répondent à des logiques plus politiciennes que d'intérêt général au service des citoyens corses? Est-ce qu'il n'y aurait pas des prises de position vis-à-vis de l'avis de la majorité nationale, par exemple? Vous avez raison, mais ce risque existe aussi au niveau local. Vous pouvez avoir bien évidemment des projets de loi qui vont être... pour certains, sur de la propagande électorale ou autre. Moi, je crois que c'est risqué. Je comprends. Alors, là-dessus, je vais être clair. C'est un sujet qui, effectivement, est un sujet très épineux. Vous l'avez bien défini, M. Albertine. C'est vraiment le nœud gordien de cette affaire. Je pense qu'il faut faire preuve de travail. On pense bien que ça va être... Encore une fois, il y a l'article 1er, mais celui-là, pour moi, il ne pose pas de problème. Il faut simplement le reformuler. Et l'article essentiel, bien avant les autres sujets, dont la fiscalité, ça sera... l'aspect normatif. C'est extrêmement encadré, puisque c'est dans le domaine des compétences de la collectivité de Corse. C'est pas un domaine quand même qui est très extensible. Et puis on a vu les demandes qui ont été faites. Bon, il faut modifier la date d'ouverture de la chasse. C'est ce que j'allais vous dire aussi, jusqu'à présent. Ça ne remet pas en cause forcément l'unité nationale ou le rôle du Parlement. Je vous ai dit ma proposition. Après, vous savez, dans un compromis, il faut que chacun fasse sa part. C'est ce que je dis souvent même chez moi. On ne peut pas rester sur des positions arrêtées. Moi, mon positionnement premier, c'est quand même que ces textes devraient passer par le Parlement. Je peux comprendre que certaines personnes, bien sûr, ne soient pas d'accord avec moi sur ce sujet. Vous situez entre la position Mondolone et Panonze et la position
proposition Exactement. Bozy. Je pense être intermédiaire parce que, par contre, dans ma proposition à moi, la collectivité de Corse ne s'interdit rien en matière de proposition dans le champ de ses compétences. C'est-à-dire qu'on ne parle plus d'adaptation. L'adaptation, c'est un faux sujet. Vous imaginez bien que le millefeuille français des lois, il a déjà tout vu, à part des nouvelles, et ça on va en parler tout à l'heure, à part l'IA ou des nouveaux sujets. Donc, que la Corse puisse proposer ce qu'elle veut dans le domaine de ses compétences, ça ne me choque pas. Par contre, j'aurais aimé qu'il y ait un contrôle du Parlement par la suite. Et c'est ce que vous allez défendre auprès de vos amis au Sénat et à l'Assemblée nationale? C'est ce que je défends, et vous avez raison de dire, vous l'avez bien situé, je suis dans une position intermédiaire entre mes collègues. Et est-ce qu'on risque d'avoir de nouveaux coups de rabot au projet actuel? Malheureusement, heureusement, c'est à craindre. Moi, je pense qu'il y aura deux enjeux. Alors, paradoxalement, on va commencer par le Sénat. Hein, c'est le propre de la ça concerne une collectivité locale. Exact, c'est exactement ça. On va commencer par le plus dur. Je pense que l'Assemblée nationale, le gouvernement pourrait trouver une majorité, quitte à l'édulcorer, pourrait trouver. Le Sénat, c'est le véritable enjeu. Je regrette là aussi la forme. Encore une fois, les élus de la Corse et le gouvernement auraient dû commencer à travailler avec les ténors du Sénat et de l'Assemblée nationale dès le début du processus. Arriver avec un texte déjà plus ou moins ficelé et dire « ce sera ça », je ne suis pas certain qu'en matière de psychologie, ce soit le meilleur résultat. Vous pensez que LR aura une position générale commune au Sénat contre ce texte? Alors, tous les partis politiques sont divisés, monsieur Albertini, sur le sujet, si on est honnête. La gauche est très divisée. Vous avez le tenant de Valls en même temps que se côtoient les réformateurs. La droite aussi. Vous avez, comme moi, entendu Aurélien Pradier ou le député qui était dans la commission des finances avec qui j'ai discuté, monsieur Lebrun, qui était beaucoup plus ouvert. Qui est favorable à une autonomie de la Corse. Voilà, je vous rejoins, qui était beaucoup plus ouvert. Donc je pense que les partis ne voteront pas d'une seule voix. Le Sénat, c'est un peu plus compliqué, mais n'oublions pas le rôle des centristes qui est aussi... Que vient de rejoindre Paolo Santoparigi. Est-ce qu'il y a une stratégie là derrière? Est-ce qu'il y a une volonté de lobbying? Il faudrait le lui demander à lui, parce que je ne sais pas si c'est vraiment stratégique de laisser... Voilà, mais en tout cas, ils auront un rôle majeur parce que c'est un groupe puissant. Et en tout cas, Hervé Marseille, qui est le président de l'Union centriste, a laissé entendre dimanche dernier dans la tribune dimanche, qu'il serait favorable à l'autonomie de la Corse, comme à une évolution institutionnelle en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte. Mais François-Xavier Tchikou, quelle est l'alternative à cette réforme? Admettons qu'elle soit rejetée ou qu'elle soit rabotée, enfin qu'elle n'ait plus beaucoup de sens. C'est quoi l'alternative? Alors moi, je considère qu'on ne peut pas échapper à cette réforme parce qu'il y a les sujets dont on vient de parler constitutionnels, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais un peu plus rentrer dans le détail. Il y a des sujets de rattrapage historique sur la Corse qui sont indispensables. Vous savez, j'expliquais à Bruno Retailleau que les 100 millions de mètres cubes qu'on récupère sur l'eau actuellement, c'est l'héritage de la Somivac de 1965. Nous étions 190 000 personnes, il y avait peu ou pas de tourisme. Et à l'époque, on n'arrosait pas les vignes, les températures n'étaient pas les mêmes. Et bien sûr, j'oublie les phénomènes marquants, il y avait peut-être moins de fuites aussi sur un réseau neuf. Donc aujourd'hui, on voudrait nous faire croire qu'en étant le double, en ayant 30 millions de nuitées par an et avec l'évolution climatique que l'on connaît, les moyens d'hier peuvent suffire. C'est du foutage de gueule. C'est-à-dire que, adossé à cette évolution institutionnelle où il faut trouver une issue, il y a des enjeux majeurs pour la Corse. Je vous ai parlé d'un hôpital, je vous parle de l'eau, je vous parle du social, je pourrais vous parler bien sûr, tout le monde l'a en tête, la relance du PUI qui a complètement disparu. Et tout ça, c'est lié, monsieur Albertini. Tout ça, c'est lié. On va revenir sur la loi organique, puisque pourra être votre vision aussi de l'autonomie et des propositions que vous faites en matière d'aménagement. Mais on reste sur l'aspect politique, on finit là-dessus. Sur le mode de scrutin, ça va venir en discussion. Est-ce que vous êtes favorable, vous, à sa territorialisation? Alors, moi, je suis favorable, effectivement, à ce qu'il y ait une sorte de panachage. En clair, je ne vois pas, j'étais contre la disparition des départements, mais je ne nous revois pas revenir à un système élection par territoire départemental. Ce serait un retour en arrière qui n'a aucune logique dans ce qu'est l'institution de la collectivité de Corse. Toutefois, imaginez, alors qu'on a une prime démentielle, qui a été portée d'ailleurs par tout le monde sauf les nationalistes, mais qui est là aujourd'hui, 11. La droite puis la gauche pensaient peut-être conforter leur pouvoir. La vie donne toujours des leçons. Je pense qu'on pourrait très bien imaginer sur 7, 8, 9, 10, 11 territoires qu'il y ait un représentant par territoire. Ces gens-là étant élus et étant quelque part les relais sur les territoires. Vous savez qu'aujourd'hui, toutes les populations de Corse se plaignent de la disparition de l'échelon de discussion qu'était le Conseil général. Une route qui ne va pas, on ne sait plus qui appeler. Un problème de muret qui s'effondre. Donc, garder une liste... peut-être à hauteur d'une 50 élus, c'est indispensable, sinon ça ne ressemble à rien. Mais pourquoi pas imaginer un élu par, au sommet comme je l'ai dit, Pied, Canton, qui permettrait d'amener cette proximité. Ça pose cette proximité aujourd'hui. Regardez, quand on compose une liste, on met des gens d'Ajaccio, de Bastia, de l'intérieur, Calvi... Mais ils n'ont qu'à pouvoir, monsieur. Voilà, mais là, il n'en aura pas plus. Si, ils auront une représentation... Ils sont dans l'Assemblée. Oui, mais en plus, pour moi...
puisqu'ils seront élus différemment, ils auront une représentation territoriale et ils seront quelque part le relais des élus locaux. Ils seront élus en tant que représentants de tel ou tel territoire. C'est une sorte de territorialisation. Diviser encore un petit peu, chacun viendrait défendre son bout de gras, quoi, en quelque sorte. Oui, mais est-ce que c'est mauvais quand chacun défend son bout de gras? C'est sans doute plus efficace que quand tout le monde se fout de tout. Hein. Ça pose deux questions. Ça pose la question de la pertinence de l'existence d'une Chambre des territoires aujourd'hui, et deuxièmement du pouvoir des intercommunalités, qui sont une strate de pouvoir intermédiaire. Il y a ces deux... Alors vous avez raison, mais si vous voulez, en vérité, les deux s'entendent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous faites très bien de parler de... C'est aussi un des grands manquements de Beauvau, c'est que finalement, il n'y a que la collectivité qui trouve son intérêt dans ces discussions-là. On nous a parlé des maires et des intercos, j'ai pas vu un mot. Il va y avoir la loi organique qui va préciser. Oui, mais ce serait bien d'annoncer les choses avant, parce que la loi organique, on ne pas ça, on sait ce qui se passe. En vérité, le contre-pouvoir est à mettre en place. Aujourd'hui, vous avez une collectivité de Corse qui est un monstre d'autorité, qui est un monstre dans le domaine du clanisme, puisqu'elle détient tous les pouvoirs, qui vassalise toutes les communes de Corse. Vous avez vu la loi qui veut passer où on aurait jusqu'à 95% de subventions, vous avez dû suivre ça sur les petites communes, moins de 2000 habitants. Vous imaginez le pouvoir détenu sur tous ces gens-là par le roi de Corse. Gilles Simeone n'y est pour rien. C'est pas lui qui a fait le statut. Mais vous voyez bien que si on ne crée pas des contre-pouvoirs, on assiste à un système de vassalisation qui nous ramène des siècles en arrière. Mais pourquoi ne pas réformer la Chambre des territoires en lui donnant véritablement des pouvoirs, plutôt que de créer un mode de scrutin qui ne va pas changer grand-chose? C'est une alternative, monsieur Albertini. Je suis à la Chambre des territoires. Je n'ai pas senti chez monsieur Simeone la volonté de donner un vrai budget et des vraies compétences. Il n'y a pas de aujourd'hui, il n'y a ni budget ni compétences. Tout le monde se fait plaisir. Je suis au bureau. Je peux vous dire qu'il y a une qualité, la Chambre des territoires. Mais ces gens-là, aujourd'hui, ils n'ont rien en main. Ils ne décident de rien. Mais je pense même que les gens qui nous regardent ce soir ignorent sinon l'existence de la Chambre des territoires, mais sa véritable Il faut ramener de la proximité, puisqu'on a fait disparaître les conseils départementaux. Et ça, c'est une solution que je vous ai donnée. Ça pourrait passer par les intercos. Alors, bien évidemment. Voir la métropolisation, puisqu'on parlait d'Ajaccio. On va en parler en deuxième partie. Mais les intercommunalités, c'est vrai. Mais bien évidemment que les intercommunalités, aujourd'hui, doivent monter en puissance. Et les communes également. Pourquoi pas imaginer qu'une partie des compétences qu'a la collectivité, voire qu'elle aura, aille vers les intercos ou même les maires. Jusqu'à preuve du contraire, les maires, ce sont l'élément dont le peuple est le plus content. Mais aujourd'hui, on ne parle jamais de rien. On n'a jamais notre mot à dire. Alors, on a été réunis deux ou trois fois dans des grandes messes et bien sûr, on nous a écoutés, mais on ne nous a sûrement pas entendus. Hein. Un dernier mot sur l'aspect institutionnel. Après, on passe à la deuxième partie. Tout le monde est d'accord avec la consultation des Corses. À quel moment ? Alors là, c'est un peu bizarre, effectivement, parce qu'on nous explique, les grands sachants, les grands intellectuels du droit, qu'a priori, ce sera au moment de la loi organique. Voilà. Ce serait entre la révision de la Constitution et la loi organique. Après la révision de la Constitution, clair. Donc, c'est-à-dire que finalement, d'abord on révise et après on demande leur avis aux Corses. J'avoue que je ne vois pas trop la logique de tout ça. Vous pensez qu'il n'y en aura pas ? En tout cas, il faut la logique. La logique, pour moi, il n'y en a pas depuis le début, donc ça continuera, effectivement. Mais je pense qu'on ne peut pas imaginer ne pas consulter les Corses. Est-ce que dans une logique d'autonomie, la consultation populaire, ça doit devenir un mode de gouvernance ? Est-ce que la collectivité autonome de Corse... Je ne serais pas opposé, moi. Sur des grands sujets, je ne serais pas opposé parce qu'on nous bassine souvent en nous disant « Ah non, mais ils ont été élus avec 70% des voix. » Mais attends, on n'a pas posé la même question. C'est sérieux. Hein. Alors que quand le peuple est consulté, le peuple répond. Hein. Allez, nous arrivons à la deuxième partie de l'émission pour entrer plus en détail sur la réforme à venir et notamment le contenu éventuel de cette loi organique, ce que vous souhaitez vous y mettre. Mais d'abord, on regarde un sujet sur les enjeux de cette autonomie. C'est un sujet de Marc-Antoine Renucci. Depuis le dîner de Beauvau la semaine dernière, qui a débouché sur la rédaction commune d'une écriture constitutionnelle, l'autonomie de la Corse paraît désormais se préciser. Pour autant, est-ce que ce nouveau statut sera réellement bénéfique à l'économie de l'île ? Durant le processus, les efforts se sont davantage portés sur le constat que sur les possibles mesures à prendre au sein d'une Corse autonome en devenir. Rappelons-le, sur l'île, le PIB par habitant s'élève à 27 780 €. Il est de 8% inférieur à la moyenne des régions de métropole. Une économie insulaire en difficulté et très dépendante du tourisme. En revanche, la Corse ne coûterait pas si cher à l'État. Le gouvernement l'avait du reste partiellement reconnu dès la première réunion de Beauvau. Selon une étude réalisée par l'exécutif de Corse, il n'y aurait donc pas d'écart significatif entre ce que l'État verse à l'île, 891 millions € en 2021, et ce qu'il y perçoit, 897 millions €, toujours en 2021.
Attention cependant, ce calcul n'est qu'une estimation et il ne prend pas en compte certains apports de l'État comme la dotation de continuité territoriale. Du côté des nationalistes, il est d'ailleurs communément admis que, eu égard aux compétences transférées, des financements en provenance de l'État vers la Corse seront toujours nécessaires en cas d'autonomie. De plus, selon nos informations, il est prévu qu'un nouveau plan de type PEI ou PTIC de plusieurs milliards d'euros étalés sur 15 ou 20 ans soit mis en place en parallèle du prochain statut. Concernant maintenant les ressources fiscales propres à la collectivité de Corse, le rapport Autonomie, voté en juillet dernier à l'Assemblée, a esquissé quelques possibilités. Taxe sur les résidences secondaires non patrimoniales pour lutter contre la spéculation. Fiscalité préférentielle en faveur des résidents permanents des zones de montagne ou pour les entreprises de l'intérieur. Réduction de l'impôt sur les sociétés pour des entreprises de production industrielle dans les secteurs innovants. Des pistes succinctes qui mélangent interventionnisme des pouvoirs publics et baisse d'impôts. Le cap politique d'une future Corse autonome n'est pour l'heure pas clairement défini. En tout état de cause, la gestion de la dette de la région sera un des grands enjeux. Elle s'élève à présent à 1,2 milliard d'euros. Même si la majorité relativise les difficultés en arguant que la capacité de désendettement de la collectivité est inférieure au seuil d'alerte, l'ensemble des élus insiste sur le fait qu'il faudra se donner de l'air au niveau financier, avec notamment de nouvelles ressources fiscales propres dans le cadre du nouveau statut. François-Xavier Tchékoul, demain vous arrivez aux responsabilités à la tête de l'institution corse, en admettant que le statut évidemment soit mis en œuvre. Quelle sera la première loi corse, entre guillemets, que vous élaboreriez? C'est une question difficile que vous me posez là. Écoutez, moi je considère aujourd'hui que la Corse est en souffrance dans plusieurs domaines. Elle est en souffrance dans le domaine social, avec des phénomènes qui nous touchent comme le reste du continent, les familles monoparentales, les difficultés à se loger, le pouvoir d'achat, le coût de l'insularité. J'en passe et des meilleurs. On n'en a qu'à voir l'explosion de l'offre sociale des différents organismes qui ont du mal à faire face. Elle est en souffrance au niveau du logement. Où là, il faut vraiment faire un acte courageux en séparant ce qu'est la résidence principale de ce qu'est la résidence secondaire. Je ne suis pas contre les résidences secondaires, vous les imaginez bien, mais il me paraît normal que tout cela soit traité de manière différente. Pourquoi ne pas imaginer aussi en matière de fiscalité, par exemple, ça avait été annoncé par un élu sur le continent, que par exemple les résidences principales de Corse soient exonérées de droits de transmission. La résidence principale, c'est une mesure juste, elle touche tout le monde et elle ne touche pas les nantis qui ont plusieurs résidences secondaires. Il y a tellement de choses à faire que j'aurais du mal à faire une seule loi, mais y compris sur la relance économique. Mais je crois que moi, ce qui me tient le plus à cœur, c'est quand même le retard historique sur les infrastructures. Je m'inscris un peu de ce que... n'a pas compensé totalement le PEI. Pas du tout. On a peut-être en partie résorbé. Vous savez, on parle de quelques milliards, mais c'est le minimum. Parce que ce genre de sujet s'entend sur une dizaine d'années ou une douzaine d'années. C'est pour ça que le gouvernement n'est pas trop effrayé. Il a bien compris qu'il n'allait pas devoir ouvrir le chéquier la première année puisqu'il faut des projets. Mais on voit bien que tout est à faire en Corse et les sujets sont multiples. Mais moi, je suis aussi assez optimiste. Je vois bien qu'en Corse, il y a de la qualité. On a des formations de qualité, on a des jeunes de qualité. Il faut simplement leur permettre de travailler ici dans des projets de qualité. Et il y a des portes qui s'ouvrent. Vous voyez, l'IA aujourd'hui, l'IA qui a cette connotation négative et sur laquelle il faut être très prudent. Mais l'IA va bouleverser le monde. L'intelligence artificielle. Oui, pardon, j'aurais dû traduire l'intelligence artificielle. J'ai un collègue de ma fille à l'école polytechnique qui vient de créer une start-up, c'est un ancien de chez Google, bon, 360 millions d'euros en quelques années, qui devient la licorne française en la matière. Ce serait bête qu'on rate ce tournant, nous aussi, vous voyez. Et ce qui est dommage, c'est que ces sujets, on n'en parle jamais. On n'a pas de vraie politique en Corse, et c'est à l'exécutif de la mener, je suis désolé d'en revenir toujours là, sur les orientations futures. Le monde change à une vitesse incroyable et j'ai l'impression qu'on va encore regarder. Vous avez vu le gouvernement, on parlait de Macron. À tort ou à raison, lui en tout cas, il a multiplié par 3 les crédits alloués à l'IA. Est-ce que la Corse dispose d'une ingénierie en termes de personnel pour gérer tout ça, si on veut un transfert de compétences fiscales? Est-ce que la Corse, on voit la difficulté qu'a aujourd'hui la majorité à gérer la collectivité unique avec 5000 agents. Si aujourd'hui il faut gérer un volet fiscal, est-ce que la Corse deux réponses. Vous avez entièrement pour le PEI. Vous avez entièrement raison, puisqu'il faut des mises à disposition. Moi, je me souviens, pour le pays, j'étais ingénieur à la région à l'époque. Un polytechnicien avait été nommé. Et croyez-moi, il a fait du boulot, monsieur Martin de Vissoc. Il avait envie de changer les choses en Corse. Donc vous avez raison. Et après, le peu qu'on arrive à avoir, il faut aussi essayer de les garder. Quand je vois le DGS qui nous quitte au bout de 2 ans, et je vois bien que le départ ne se fait pas dans les meilleures conditions, quand je vois le nombre de DGS aussi qui ont arpenté
sauf le décès bien sûr de cette personne. Hein. Mais on voit bien qu'on a du mal à garder les meilleurs, parce que peut-être qu'on n'est pas aussi assez ambitieux, qu'on n'ose pas modifier les choses. Regardez le nombre de fonctionnaires. On nous a vendu comme sur le département, sur le continent, la disparition des conseils départementaux. Il n'y a pas une économie sur une personne, on n'a rien restructuré. Il y a un manque de courage politique qu'on paye tous les jours. Justement, la loi organique va déterminer l'organisation des pouvoirs en Corse. Et il y a en tête de liste cette fameuse métropolisation d'Ajaccio. Est-ce que vous en pensez du bien ? Moi, je pense que c'est une réponse de nos amis ajacciens, donc du maire d'Ajaccio, mais aussi, bien évidemment, de Laurent Marcangeli, le député. Et cette réponse, elle provient d'une carence, d'un constat. Aujourd'hui, comme je venais de vous le dire avant, rien ne se passe au niveau de la Corse. C'est un échec total. Les déchets, les infrastructures routières, l'eau, l'agriculture qui connaît des difficultés majeures, surtout en matière d'élevage. Et il peut y avoir des initiatives, c'en est une, hein, sur des territoires pour dire donnez-nous à nous les moyens pour qu'on réussisse, pour qu'on se substitue à cet échec. Je pense que ça ne peut pas être quelque chose qui peut être généralisé comme ça, parce que imaginez que demain on ait une métropole à Ajaccio, une métropole à Bastia, il va nous rester la région des ruraux. C'est pas ça la Corse. Mais je comprends aussi mes collègues qui, de désespoir, se disent il faut qu'on retrouve des leviers pour agir, puisque les gens qui ont les leviers n'agissent pas. C'est une sorte de contre-pouvoir que veut créer Laurent Marcangeli. Mais il essaie de créer un contre-pouvoir et aussi d'avoir des moyens d'agir sur son territoire, parce qu'il est le premier à constater, je ne vais pas rentrer dans les débats, mais sur les chiffres qui les opposent, sur les investissements de la collectivité. Donc si vous voulez, c'est une réponse qui n'aurait pas été une bonne réponse. Alors ça n'aurait pas forcément été la mienne. C'est une réponse ou une contrepartie par rapport à son soutien au projet de Alors je pense que les deux sont liés. Pour obtenir cette réponse, en bon homme politique, il y met une conditionnalité qui ressemble à ce que vous dites. Mais est-ce qu'on ne va pas arriver à une paralysie totale du système ? C'est-à-dire qu'il va y avoir des transferts financiers, évidemment, beaucoup pour Ajaccio. Il va y avoir aussi des pouvoirs qui risquent de contrebalancer ceux de la collectivité de Corse. Alors aujourd'hui, la majorité est nationaliste. Demain, ça peut être vous qui arrivez aux affaires. Mais c'est ce que je viens de vous dire. C'est une réponse à une situation de crise sur laquelle, à mon avis, il faut être très prudent. Je vous l'accorde, parce qu'il y aura sûrement en plus des phénomènes d'entraînement. Et on ne peut pas avoir d'un côté, me semble-t-il, deux métropoles à Bastia et à Ajaccio, et laisser Ader, Adi ou Goumoun au reste de la Corse. Ce que disait le préfet de Large, on mettra de l'argent là où il y a du monde, le reste... Bon, mais c'est une belle bêtise, encore une fois. Mais est-ce qu'il n'aurait pas fallu, peut-être, dans un premier temps, expérimenter l'efficacité d'une autonomie à l'échelle de la région et un moratoire sur la création de cette métropolisation pour voir ce qui pêche? Est-ce que la métropolisation... On n'en est pas encore là, si vous me permettez, pour deux raisons simples. C'est que d'abord, vous avez vu qu'il n'en est pas fait mention, tout simplement parce que le président peut la décréter sans même qu'il n'y ait de réforme institutionnelle. C'est le cas à Brest. Le seuil est à 400 000 personnes. À Brest, il a créé une métropole à 200 000 habitants. Donc il pourrait, par le fait du prince, décider qu'Ajaccio devienne métropole. Donc il n'y a pas forcément un lien... 88 000 habitants. oui, mais justement, je suis d'accord avec vous. Et puis, quand on connaît le poids des agglomérations en Corse, c'est plus de la moitié des populations qui va sortir du truc. Ça, voilà. Mais encore une fois, tout ça provient d'un raté monumental sur l'exercice des pouvoirs de la collectivité. Et à la fin, on en arrive à des gens qui vont essayer, dans l'intérêt de leur territoire, pas dans le leur forcément seulement, mais dans l'intérêt de leur territoire, à trouver des manœuvres. Mais c'est sûr qu'il faut bien réfléchir à ces questions. Parce qu'ils doutent des capacités de gestion de ceux qui sont aujourd'hui à la tête de la CDC non seulement et qui seront demain, qui géreront l'autonomie demain. Non seulement il en doute avec raison, mais il les voit, puisqu'il les vit lui aussi depuis 10 ans. Ajaccio ne cesse de se plaindre, je ne vais pas rentrer dans les querelles comme Porto Vecchio ne cesse de se plaindre de l'intervention publique. Hein. Voilà. Mais il est clair qu'aujourd'hui, en tout cas, les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes des Corses. Ça, je suis clair. Si les déchets étaient réglés, ça se saurait. Si les routes allaient mieux, ça se saurait. Voilà, je pourrais continuer. Si l'eau, on avait trouvé des solutions, ça se saurait. Eh bien, on en vient au projet. Oui. Alors, selon ce que nous disait Marc-Antoine Réjoux, il pense qu'un plan d'investissement d'ampleur sera octroyé à la Corse, un montant supérieur à ce qu'était le PEI à l'époque. C'était 2 milliards d'euros sur 15 ans, puis finalement, c'est passé à 20 ans. Première question, est-ce qu'il doit être mis en place comme le PTIC, avec les mêmes décideurs? Alors, il est absolument nécessaire. Je vous signale, et vous l'avez dit vous-même, hein, le plan de relance qui a été adossé notamment à 2002 et au statut Joxe. La seule fois où on ne l'a pas eu, c'est quand on s'est fait rouler dans la farine parce qu'on a dit oui aux chiches et qu'on nous a vendu. Alors, ne vous inquiétez pas, on fait disparaître les conseils départementaux, vous n'aurez pas un radis. Mais vous êtes content, vous enlevez les conseils départementaux. Je ne suis pas sûr qu'on ait gagné grand-chose, mais enfin, comme certains chez nous préfèrent l'institutionnel au réel, on en est là. Aujourd'hui, il est impensable qu'il n'y ait pas un volet économique adossé. Ce volet économique, ce n'est pas pour l'argent des entreprises. Il faut que cet argent percole. Qui doit le porter, ce volet? Alors, vous avez deux manières de l'appréhender. Soit vous rajoutez du pouvoir au pouvoir à des gens qui aujourd'hui ne font pas grand-chose, soit vous considérez que l'État, et notamment en matière d'ingénierie, a un rôle majeur à jouer dans le déploiement
Ça ne veut pas dire l'État tout seul, de manière omnipotente. On aurait l'autonomie et c'est l'État qui piloterait le... Sur le plan de rattrapage, vu les résultats de la majorité territoriale en place depuis 2015, le sérieux voudrait que ce soit... C'est un peu contradictoire. Oui, mais c'est réaliste. On n'a pas l'ingénierie. La majorité peut changer puisqu'il y aura des élections. Mais à ce moment-là, on en rediscutera. Mais si vous voulez bien, aujourd'hui, on n'a pas l'ingénierie en place sur l'île. On voit bien que c'est un déploiement massif d'ingénierie parce que les projets, il va falloir les bâtir. On est en train de parler d'échéances de 3 ans avant de commencer quoi que ce soit parce qu'il faut le temps de faire ses études. Mais très sincèrement, moi, je suis très dubitatif sur la capacité de la collectivité à conduire dans des délais raisonnables. Au début, le PUI, quand c'était Jean Badjon qui l'a mis en place, ça fonctionnait plutôt bien. Après, ça s'est gâté. Mais je vous l'accorde. Et c'est un autre sujet. Il faut surtout pas faire ce qu'a fait Monsieur Lelarge dans la distribution du PUI à l'époque, du PTIC, c'est-à-dire que ces sommes doivent être garanties sur des projets structurants. Hein, on n'est pas là pour faire je ne sais quoi, on est là pour rattraper le retard historique des routes. Vous avez vu, chaque année, c'est 2 ou 3 minutes en plus pour aller à Bastia, 2 ou 3 minutes en plus pour aller à Ajaccio. On ne peut pas vivre avec ce retard structurel-là. Et je ne vous ai pas parlé de l'eau et du reste. On voit bien qu'aujourd'hui, en tout cas en matière d'ingénierie, ça dépasse largement les compétences de la collectivité. Donc il y a des solutions à trouver. Mais est-ce que nous avons la capacité... Attendez, je vais mettre les pieds dans le plat. Vous pensez qu'aujourd'hui, le gouvernement de la Corse brille par sa compétence et ses réalisations? Alors s'il faut que quelqu'un vous le dise, je vais le dire. Non. C'est un échec absolu. Et à l'inverse des nationalistes, ils ne brillent pas. Parce qu'eux nous avaient dit à l'époque de la Maison de Cristal que ça allait marcher parce qu'eux arrivaient. Moi, je ne dis pas que ça a échoué parce que c'est les nationalistes au pouvoir. C'est qu'on n'a pas forcément toujours choisi les meilleurs. Mais ça, il faut demander à qui de droit. Les meilleurs parmi les nationalistes. Parmi les dirigeants, quoi. Voilà. Comment convaincre, parce que là aussi ça peut créer un petit peu une forme de protestation au niveau de l'opinion nationale, que d'accorder un statut d'autonomie à la Corse, et en plus, nous savons qu'il est nécessaire, mais en plus d'accorder un plan de financement de plusieurs milliards d'euros, est-ce que l'opinion nationale va pas dire, puisqu'ils veulent être autonomes, ils n'ont qu'à se gérer eux-mêmes? Alors, surtout en ces temps d'austérité, avec une cure d'austérité de 10 milliards pour 2024 décrétée par Bruno Le Maire, on parle de 20 milliards en 2025 et jusqu'à 50 en 2025. Alors en vérité, le gouvernement ne prend pas beaucoup de risques dans cette affaire, parce que quand vous avez un plan sur 15 ans, et que vous savez qu'il faut déjà 2 ou 3 ans, oui bien évidemment, vous avez parlé des 20 ans de dérive, et qu'il faut automatiquement des années avant que... En clair, on ne va pas construire un barrage demain, on ne va pas faire une autoroute demain, il faut d'abord les études, la réalisation, les essais géotechniques, les expropriations. Donc le gouvernement ne prend pas beaucoup de risques. Il se projette en faisant en sorte que ça aille mieux. Et on peut estimer aussi qu'on sortira de cette crise. Mais je crois que ça, c'est un élément fondamental, effectivement. Alors, je pense que ce message, on peut le porter auprès de... Je suis plus inquiet du message politique sur lequel certains de nos collègues sont braqués plutôt que sur le message financier. Sur le choix, parce que c'est important, cette manne financière qui arrive. Qui est supposée arriver. Voilà, qui est supposée arriver, restons prudents. Aujourd'hui, le modèle, c'est le tourisme, dont on nous explique que ça induit tout le reste. Et ça corrobore le discours du préfet Lelarge, on met de l'argent sur les ports et les aéroports. Est-ce que c'est ce modèle-là qu'il faut continuer à privilégier, ou alors cet investissement massif, s'il a lieu, doit se faire de façon différente, sur un autre modèle, et lequel ? Alors, je pense que le tourisme aujourd'hui, sans tomber dans l'excès bien sûr, apporte plus à la Corse qu'il ne coûte. Je pense que même s'il y a des phénomènes induits sur les aéroports, les routes, etc., je pense que la manne touristique, c'est quasiment la seule manne dont nous disposons de manière privée sur l'île. Donc bien évidemment, elle doit continuer. Le coût environnemental est difficilement quantifiable. Y compris à la collectivité ? Non, je parle de... Non, pas du tout. Je parlais de l'activité touristique portée par nos professionnels du tourisme. C'est eux qui font le job. Hein. Et aujourd'hui, on en récupère les 30% directs, voire les 40 ou 45% du PIB de manière indirecte. Bon, vous avez raison, il y a des enjeux environnementaux à mener, mais il y a d'autres choses à créer. On ne peut pas rester sur ce seul pilier. Alors, déjà, il faut arrêter de lui tirer dans les pattes, parce que moi, quand j'entends les communications où on dit qu'on ne va plus parler de la saison en Corse comme si le tourisme était une denrée absolue et sécurisée, il faut arrêter. Le tourisme, c'est un combat quotidien de nos professionnels pour rester compétitifs et continuer à avoir ces 30 millions de nuitées par là. Mais je pense que la majorité de l'effort public doit se faire sur les infrastructures routières, mais aussi sur d'autres matières, le développement, notamment le numérique. Je vous ai parlé de l'IA. Je pourrais parler aussi du CHU. Vous savez, je vais vous donner une anecdote. Sur le CHU, je pense m'être trompé à une époque. Les hommes politiques doivent aussi dire quand ils se trompent. Ça avait une connotation, ce côté universitaire, qui avait chez moi quelques difficultés à être accepté. Et j'en ai discuté avec des grands professionnels continentaux qui m'ont dit attention, il ne faut pas s'arrêter à ça. Un CHU, il y a de la recherche. Vous allez créer de l'émulation.
vous allez réussir à faire venir les meilleurs, parce qu'ils vont pouvoir écrire, être reconnus au niveau national, et en plus vous allez bénéficier de cette recherche, parce que pourquoi pas avoir des innovations. Vous voyez, on peut se remettre en cause aussi là-dessus, mais ça montre bien que la voie de l'excellence, là encore, elle est porteuse d'avenir. Si demain vous avez un CHU en Corse, et qu'il est extrêmement compétent, je pensais notamment au domaine du cancer. Enfin, je vais encore le dire une dernière fois, vous savez qu'on n'a toujours pas de PET scan en Corse. Les gens malades sont toujours obligés de partir. Enfin, je veux dire, on a des choses incroyables. Moi, je crois beaucoup à cette innovation qu'il faut pouvoir porter. La priorité, n'est-ce pas l'hôpital de Bastia? Mais bien évidemment. Un hôpital de Bastia est quelque part un site en Corse dédié au cancer. Je ne vais pas rentrer dans la démarche où il faut le mettre, mais on a obligatoirement besoin de ça en Corse. Alors les besoins sont énormes, maintenant le retard est abyssal, même si Tout le à fait, pays abyssal, c'est le mot. a compensé un peu ça, enfin de façon très partielle. Alors on prend trois domaines essentiels, l'eau, l'énergie, les transports internes et même externes. Qu'est-ce que vous proposez en la matière gestion de l'eau par exemple? Ah bon, l'eau, je vous ai dit, on vit sur les acquis de 1965 en ayant des besoins qui ont moins doublé, donc il faut un plan Marshall sur l'eau. L'eau, c'est minimum 1 milliard à dépenser sur 10-12 ans, donc c'est bien sûr des interventions ponctuelles, mais qui se font graduellement dans le temps. C'est-à-dire qu'il manque sûrement 2 ou 3 barrages sur l'île qui ne pourront être réalisés que dans les 10 ou 15 ans. Mais si on ne les commence pas un jour, on ne les verra jamais. Visiblement, ce n'est pas la politique d'EDF. Oui, non, mais c'est pas... Vous savez, José Ross, il avait imposé le barrage du Rizzanès contre EDF. Très compliqué quand même, il a mis beaucoup de temps. Il avait réussi. Oui. Donc à un moment donné, il faut aussi du courage. Et en modèle réduit quand même. Oui, 1 million de mètres cubes. Enfin, Aimé Galouzi à Guic, mais c'est pareil, il faut du courage. C'est pas EDF de définir la politique énergétique de la Corse. L'hydraulique, celle de la France. L'hydraulique doit rester un acteur majeur. Si vous créez 2 ou 3 barrages, vous pouvez à la fois gérer de la production électrique hydraulique pour l'eau et de la production électrique qui vont vous permettre peut-être d'améliorer votre ratio en matière énergétique. Donc, tout un réseau à refaire, rehausser les barrages qui peuvent l'être, des études sont en cours, créer des retenues collinaires supplémentaires et bien évidemment créer 2 ou 3 barrages, les études le diront. Tout ça, c'est 1 milliard. Vous allez vous faire des amis chez les écolos, hein. Mais moi, j'ai pas de souci avec les écolos, mais je crois que si les gens... Eux ont des soucis avec les retenues et les barrages. Hein. Alors, pas trop. Ça je ne parle pas de la Corse uniquement, je parle sur le continent. On a bien vu ce qui s'est passé à Sainte-Soline, etc. Mais vous avez vu où on est arrivé l'agriculture sur le continent. Vous avez vu où on est arrivé l'énergie sur le continent, hein, avec les écolos. François-Xavier Bellamy, à juste titre, a dit les communistes et nous-mêmes sommes les seuls à avoir porté l'énergie nucléaire jusqu'au bout. Elle avait été abandonnée par tout le monde. Et aujourd'hui, on fait des usines en catastrophe pour rattraper le temps perdu. C'est pareil pour l'eau. La Corse ne survivra pas à un investissement massif si un investissement massif n'est pas fait au niveau de l'eau. Mais vous parlez d'1 milliard d'euros, oui. Vous avez chiffré ça à 1 milliard d'euros, mais c'est le minimum. Avec 1 milliard d'euros, on grève sacrément le budget qui va être abondé. Alors soyons clairs, on nous parle d'un PTIC de l'ordre de 4 milliards, tout compris. Donc 25% pour l'eau. Alors 4 milliards, c'est pas extraordinaire, ce n'est jamais que le PUI actualisé de 2002. Hein. Je pense même que le gouvernement pourrait mieux faire. Moi, si vous m'aviez demandé de faire une feuille sur le rattrapage historique, j'aurais mis plutôt 8 à 10 milliards que 4. Ne rêvons pas. Bon. 25% sur l'eau, ça ne me choque en rien. Vous imaginez que les agriculteurs, dès le mois de janvier, se demandent s'ils vont pouvoir cultiver. Vous imaginez que les zones touristiques vont se demander si elles vont pouvoir recevoir les gens. Vous imaginez qu'il y a des populations, il y a des villages qui sont déjà en restriction d'eau. L'eau, c'est l'urgence numéro 1 avec la santé. Enfin, vous me posez une question, je vous donne mon point de vue. Hein. Sur l'énergie, on est toujours à attendre la construction de la centrale, qui maintenant est en cours. Mais est-ce que c'est la seule solution? Non. Alors, l'énergie, bien évidemment, je vous ai parlé de l'hydraulique, mais ça arrivera tardivement. Mais il faut aller à fond sur les énergies renouvelables. Nous avons un territoire béni des dieux pour son ensoleillement. L'énergie photovoltaïque doit continuer. D'ailleurs, là, je tiens à signaler une aberration qui vient de prendre fin, mais qui a été un scandale. C'est que jusqu'à cette année... les investissements sur les toitures, parce que les toitures c'est l'idéal, ça ne vient pas consommer de l'espace, c'est l'idéal. Jusqu'à cette année, vous vérifierez mes dires, les projets en Corse étaient limités à 100 kW, contre 500 kW sur le continent. Pourquoi ? Parce que EDF disait qu'il n'avait pas la capacité à récupérer massivement ces choses. Donc imaginez le retard qui a été pris, sur ces sujets. Ça vient de changer, les décrets d'application viennent de sortir en janvier, donc ça va redonner, je l'espère, une vraie bouffée d'oxygène là-dessus. L'énergie en Corse, ce sera forcément, on est très différent du continent, on n'a pas le nucléaire. Il faudra garder 2 centrales, mais les réduire au minimum en matière de
de production, et c'est l'énergie renouvelable. Alors pour le coup, là, les écolos vont me bénir, qui est vraiment l'avenir de la Corse. On a tout ce qu'il faut. Donc la programmation pluriannuelle de l'énergie telle qu'elle est rédigée aujourd'hui, telle qu'elle a été votée, elle vous satisfait puisqu'elle tend vers ça, vers une transition à l'horizon 2050, à l'autonomie, le mot à la mode énergétique de la Corse. Est-ce que c'est réalisable? Alors en grande partie, elle me satisfait. Moi, ce qui est toujours la même problématique qu'avec la majorité territoriale actuelle, c'est que quand je les écoute, je les adule, et quand je vois ce qu'ils font, je pleure. Donc là, c'est pareil. Le projet me va tout à fait. Mais encore une fois, il faut le conduire, ce projet. On nous avait aussi expliqué que les déchets allaient être réglés en quelques mois, ou que le train allait arriver 2 ans après. Donc je suis d'accord avec vous. En tout cas, je n'ai pas de problème avec ce projet. Alors l'actualité nous montre que les transports extérieurs, cette fois maritimes et aériens, connaissent de nouvelles turbulences dans le domaine maritime. D'abord, on ne peut pas dire que le privé ici est fait beaucoup mieux que le public, peut-être même pire. Finalement, est-ce que la libre concurrence en Corse dans ces matières-là doit s'appliquer ? Alors là, pour la petite anecdote, déjà l'échec extraordinaire de la collectivité actuelle qui nous avait vendu à tous et surtout au mouvement nationaliste une compagnie maritime régionale qui allait sortir de terre ou plutôt Ce de serait mer. la seule réponse. C'est la simple. domination du privé. C'est comme la maison de cristal, on n'entend même plus parler. Aussi Saint-Émilion du monde. Voilà, donc là encore, vous voyez. en haute mer. 2029. C'est pas un sujet anecdotique. C'est un sujet majeur dans la planification de Gilles Simeoni sur l'offre maritime en Corse. On n'entend plus rien, tout a disparu. Le seul avantage de l'offre privée aujourd'hui, même si vous allez me dire, vous tombez mal pour dire ça, c'est qu'il y a moins de grèves, monsieur Alberti. Même si on en a connu une, on peut le dire quand même. On peut le dire quand même, très sincèrement. Après, moi, je suis un partisan de la concurrence. Vous savez, il faut une libre concurrence sur l'île. Vous exportez, par exemple, les clémentines. Bien sûr que ça m'inquiète. Ça ne vous inquiète pas l'arrivée d'un ogre financier comme CMA, CGM? Pourquoi ça devrait m'inquiéter que les Corses... Ça inquiète en tout cas les marins, puisque c'est le motif de la grève. Eux ont cet élément par rapport à justifier ou pas la dotation de continuité territoriale. Donc si vous voulez, bien évidemment qu'il faut être précautionneux, mais on ne peut pas non plus empêcher des compagnies de s'installer en Corse. Regardez l'offre low cost en Corse en avion, heureusement qu'elle est arrivée. Si aujourd'hui on peut aller, vous et moi, à Rome, à Perpignan, à Toulon, enfin pas à Toulon, en Suisse, c'est parce que cette offre privée est arrivée. Je reste sur le maritime. Ça vous satisfait aujourd'hui, le transport maritime tel qu'il est? Vous travaillez aussi beaucoup avec eux. Écoutez, on a déjà en tout cas énormément gagné sur la fiabilité du service. Après, on ne peut pas dire que sur le prix, on est connu... Le prix du fret, notamment. Et il n'a pas baissé. Alors, il a continué d'augmenter. La collectivité apporte toujours une aide comme elle existait depuis Paul Jacob et même depuis Rocazère. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas dire, et les gens du tourisme s'en plaignent assez, que l'offre de prix en Corse soit supposée être la plus acceptable ou la moins chère. Voilà. Après... Je me répète, en termes de service, ça fonctionne plutôt bien. Je ne vais pas m'arrêter à cette grève qu'il y a eu là. On a une meilleure offre de service et de sécurité que du temps de la SNCM. Après, vous savez, moi je suis un libéral, je considère aussi que la concurrence fait partie du jeu et qu'elle peut bénéficier aux Corses. Pouvoir choisir sa compagnie, c'est aussi une richesse. La question qui se pose en filigrane, c'est l'existence de la DSP, de la délégation de service public dans le maritime. On sait très bien que l'Union européenne n'est pas très chaude sur ça. Plutôt rétive. Alors elle est plutôt rétive, elle le sera de plus en plus. Elle est en train de parler peut-être du ligne par ligne. Je pense que là-dessus aussi, on va voir évoluer les choses. Mais cette évolution, elle est aussi sociétale, très sincèrement. Moi, je crois que bien sûr, il faut quelque part un outil territorial de continuité, parce que sinon, vous savez très bien que dans les périodes mortes, on ne va plus pouvoir voyager. Pour des raisons médicales, pour quelqu'un de ma famille, j'ai un avion à prendre ces 2 jours, je suis obligé d'attendre un jour de plus. Donc c'est pas moi qui vais vous dire qu'à un moment donné, il ne faut pas que la puissance publique intervienne. Bien sûr qu'elle doit intervenir et elle doit garantir. Mais il faut aussi gérer ça en même temps que le privé qui propose une offre plus large. Et sur Air Corse, est-ce que l'Assemblée a bien agi en octroyant toutes les lignes à Air Corse? Vous seriez conseiller territorial, vous auriez voté? Oui. J'aurais voté, mais je vais mettre les pieds dans le plat encore une fois. J'aurais voté, très clairement, j'aurais voté parce que cette compagnie mérite cette attribution et cette attribution est surtout dans l'intérêt des Corses. Je le pense profondément. Le service est de qualité. Même si je me suis plaint il y a quelques minutes de ne pas avoir pu prendre l'avion, on a quand même une offre qui est intéressante et puis ce sont des Corses qui travaillent pour les Corses. Par contre, là où l'échec est extraordinaire, c'est que cette compagnie, on ne l'a jamais préparée à la concurrence. Ce n'est pas la faute de la compagnie, c'est la faute des élus.
Alors, pour le coup, je ne vais pas m'attacher à 2015. Ça a commencé bien avant. Enfin, un conseil général aérien. Exactement. Il faut oser dire les mots. Tout est à revoir dans cette compagnie. Il faut la rendre efficiente dans le respect de ses principes de service et de sa qualité pour qu'elle puisse affronter la haute mer parallèle. Et pour que la prochaine fois qu'il y aura un appel d'offres, elle puisse être en capacité de proposer des prix qui soient peut-être encore plus proches de la concurrence. Aujourd'hui, vous savez très bien, allez, on peut se mentir là aussi, mais que le nombre de personnes qui sont embauchées à Air Corsica parfois dépasse le simple besoin économique. Quelles sont les solutions? C'est de dégraisser? Alors non, moi vous savez, vous m'entendrez jamais dire qu'il faut enlever un bout de pain à qui que ce soit. Il faut donc augmenter la flotte et conquérir d'autres marchés. Ou ça, ou alors vous pouvez très bien, au titre des départs à la retraite, ce que ne fait pas Gilles Simeoni, 190 départs à la retraite par an à la collectivité, tous sont réembauchés. Sur Air Corsica, vous pouvez très bien, sur un plan de 4-5 ans, bien sûr augmenter l'offre, mais aussi diminuer le nombre de personnels, en ne remplaçant pas tout le monde. Je suis désolé, mais c'est comme ça qu'on acquiert de la pertinence économique. Après, moi, vous ne m'entendrez jamais dire qu'il faut licencier qui que ce soit. Alors justement, il faudrait que ces compagnies puissent trouver d'autres marchés. Alors, très récemment, à Bonifacio a eu lieu un débat sur le thème des relations avec la Sardaigne. Ça concernait plutôt le maritime. Mais là encore, on est en plein surréalisme. On est allé de promesses, on veut pieux, mais finalement, les choses restent en état. Mais ça ne dépend pas seulement de la collectivité de Corse, cette fois-ci. Non. Par contre, vous avez vu, c'était très intéressant quand on regarde le chiffre de la continuité territoriale sarde et qu'on le ramène à la population sarde et qu'on regarde le nôtre, on s'aperçoit encore que finalement, les mesures du gouvernement français ne sont pas les plus mauvaises, puisque je crois qu'on parle de... une quarantaine de millions d'euros. C'est ça, j'allais dire 35 à 40 millions d'euros pour peut-être 2 millions de sardes. Et nous, 185. Et nous, 185 pour 320 ou 330 000 habitants. C'est presque 5 fois plus, quoi. Le gouvernement, bien sûr, on peut toujours rouspéter, mais sincèrement... Sans compter les rallonges. Voilà, on peut... Vous savez, ce qui me désole aussi un peu partout, et surtout encore, c'est qu'on voit toujours le verre à moitié vide. Voilà. Moi, je n'ai pas l'impression que la situation... Bien sûr qu'il faut améliorer la situation des Corses, mais il faut aussi être conscient qu'aujourd'hui, le fait que nous fassions partie d'un pays comme la France et qu'il y ait cette solidarité nationale, elle nous apporte quand même beaucoup de choses. Vous savez, en matière de fiscalité, on n'aura peut-être pas le temps d'en parler, mais... Si, juste après. Voilà, alors je vais vous laisser. Oui, tous ces projets demandent des investissements, donc en plus des aides, il y a la possibilité d'avoir une fiscalité propre, bon, qui ne suffirait pas, bien entendu, mais ça vous donne une marge de manœuvre. Est-ce qu'il faut une fiscalité particulière pour la Corse, la possibilité d'avoir des impôts, de relever des impôts, ou autre chose, ou d'autres moyens fiscaux? Alors, c'est un sujet très, très complexe. Je vais essayer de le cerner au moins en deux. Vous avez d'abord la fiscalité, sans parler de qui la gère, c'est par exemple la fiscalité, y compris celle du patrimoine. Aujourd'hui, ça a l'air d'inquiéter personne, mais fin 2027, les arrêtés MIO s'arrêtent. Alors les Corses ne savent peut-être pas, mais jusqu'à présent, on peut dégréver de 50% la valeur de nos biens. J'aimerais bien aussi que Gilles Simeoni s'occupe que soit acté et gravé dans le marbre qu'en janvier 2028, ça continue. Alors, pas d'exonération, mais encore une fois, 50%, vous imaginez, ça change tout dans un transfert. Donc ça, plus, par exemple, une mesure sur la transmission de la maison principale, ou de l'appartement principal, la résidence principale, ça me semble être une bonne chose. Après, vous avez la fiscalité sur laquelle on voudrait agir. Bon, mais là, ça me laisse quand même dubitatif. Alors, pourquoi pas, dans le cas d'école? Mais la fiscalité, vous pouvez agir soit sur les ménages, soit sur le monde entrepreneurial. Alors, si on m'explique qu'on va augmenter l'impôt, parce que là on parle ressources, bien évidemment, on parle pas... Si on m'explique qu'on va augmenter l'impôt sur les Corses, qui sont déjà la région la plus pauvre de France avec 20% de précarité... Et sur les résidences secondaires, de gens qui n'habitent pas ici, 11 mois sur 12. Alors, vous avez vu que c'est déjà le cas, on peut déjà commencer à le faire, on peut aller encore plus loin. Mais ça peut se faire... pas forcément avec ça. Mais je vous rejoins là-dessus. Je vais même vous dire mieux, Monsieur Albertini. Moi, j'avais proposé à ce que les maires soient responsables d'un ratio entre les résidences principales et les résidences secondaires sur leur commune, pour que chacun s'assume. En clair, moi, sur ma commune, j'ose le dire, je vais par exemple dire je veux 25% de résidences secondaires et pas plus. Si les gens ne sont pas contents, ils choisiront un autre maire. Mais que les maires aient cet outil de développement qui permet de favoriser. Parce que le problème aussi de la résidence secondaire, c'est qu'il vient créer des phénomènes annexes comme le surenchérissement du terrain, le fait que les locaux ne puissent plus se loger. Enfin, voilà, c'est un sujet très compliqué. Est-ce que la Corse autonome doit prélever la TVA, sa propre TVA ? Alors, ça, c'est une question. Suivant les régions, vous avez plus ou moins de TVA qui vient. Mais alors, vous savez où est le deal? Là, il faut être bon. Il ne faut pas être amateur. Si c'est la TVA qui vous fait vivre pendant la Covid, vous crevez la dalle. Voilà. Donc, s'il y a des moyens qui nous garantissent les Corses, en disant attention quand il n'y a pas de TVA, parce que je la connais, la petite musique qui veut que la TVA soit un impôt moteur qui évolue, etc. Mais il évolue quand tout va bien. Donc le tout, c'est que les Corses n'aient pas à souffrir de ça. Un peu plus de TVA en matière de recettes fiscales, c'est pas un problème.
Allez, dernière question. Nous sommes à quelques mois de l'élection européenne. L'Europe, depuis la Corse, c'est assez lointain, même si on dépend de l'Europe pour beaucoup de choses. Vous serez investi dans la campagne, peut-être candidat ? Alors, candidat, non, parce que j'estime qu'il faut aussi savoir choisir ses combats. Et puis, je pense qu'en matière démocratique, c'est bien que de nouvelles têtes émergent. Abondance de biens ne nuit pas. Mais bien évidemment, je soutiendrai ma famille politique. C'est justement le niveau national qui doit permettre de s'affranchir de cette plateforme locale. Et moi, je soutiendrai François-Xavier Bellamy, pour qui j'ai beaucoup d'amitié. Et je l'ai remarqué, c'est quelqu'un qui a été très actif au niveau européen, contrairement peut-être à d'autres. Donc, je le soutiendrai avec plaisir. Et puis, nous verrons bien ce qu'il adviendra. Eh bien, ce sera là votre conclusion. François-Xavier Ceccoli, merci beaucoup d'avoir participé à ce contraste. Jean-Philippe, Patrick, merci à vous également. Merci à vous. Contraste è compiuto, ci ritroviamo da qui un mese con un altro invitato. Buonasera a tutti.